Allez, la musique, vous la connaissez. C'est le moment d'accueillir Mademoiselle Isabelle. C'est bon ou pas? Non, c'est quoi le personnage? C'est mon micro, merci beaucoup. Alors, comme vous l'entendez, j'ai pas beaucoup de voix, je suis malade. Donc, je vais essayer de parler aussi distinctement possible. Si jamais je deviens vraiment totalement audible, vous me faites signe très discrètement. Et puis, je j'essaierai d'améliorer ça. Pour répondre à ta question, le personnage, c'est Orihime. C'est un personnage de la série japonaise Sakura Taisen. C'est une série de jeux à la base, ça a déjà bien 20 ans. Ça a été décliné aussi en dessin animé, puis en tout un tas d'autres, également en comédie musicale, voilà. Et la version que j'ai fait là, en fait, c'est une version figurine, ce qui est la raison pour laquelle j'ai voulu choisir ces matériaux-là qui rendent un aspect très brillant, très plastique, et avoir cette coiffure qui est totalement figée. Et pour répondre à la question qu'on m'a posée déjà une bonne quinzaine de fois, c'est fait en mousse. Et c'est peint par-dessus à l'acrylique, ce qui donne du coup un rendu assez rigide. Voilà, voilà. Ah, je suis abandonnée. Je reste avec toi. D'accord, je t'en prie. Merci On va beaucoup. juste lancer ton... Voilà, j'ai préparé un petit diaporama. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de faire une présentation assez générale du cosplay. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. Ouais, c'est bien. Ah, c'est parfait. Moi-même, j'ai Donc, du mal à m'entendre. je vous laisse entre les mains d'Isabelle. Elle va vous parler de l'histoire du cosplay. Donc, J'ai une main prise, donc je ne peux pas vraiment les prendre entre mes mains. bon, écoutez bien. Et derrière, si vous avez des questions, gardez-les et on fera une petite fois en question une fois que la présentation sera terminée. Voilà, on va essayer de... Je vais parler jusqu'à peu près la demi, pour une présentation générale. Et après, on aura environ un quart d'heure pour faire des questions-réponses. Et si vous n'êtes vraiment pas inspiré, je ferai moi-même les questions basées sur les questions qu'on me demande le plus souvent. Là, je vois qu'on a augmenté le son. Bon, c'est parfait. Du coup, comme je vous disais, aujourd'hui, il s'agit de faire une petite présentation très générale du cosplay, parce que j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est que le cosplay, et peut-être qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Levez la main, on ne sait jamais. Ouais, oui, quand même, un peu. Et puis, il y en a d'autres qui connaissent. Ah, voilà. Donc, voilà, on a des cosplayeuses très très récentes parmi l'assistance. Et du coup, l'idée c'est de faire une petite vue d'ensemble de ce qu'est le cosplay, comment c'est apparu, comment ça s'est développé. Donc aujourd'hui, on va faire cette revue historique du cosplay. Et demain, pour ceux qui seront là demain, j'expliquerai comment le cosplay est pratiqué dans les différentes parties du monde. Donc, pour résumer, aujourd'hui on fait l'histoire du cosplay et demain on fera la géographie du cosplay. Voilà, mais on va essayer de rester vraiment très général pour que tout le monde, même ceux qui connaissent un petit peu le cosplay, ceux qui ont vu quelques parties du cosplay, on va dire, quelques styles, puissent prendre des petites informations pendant la présentation. Alors, est-ce que j'ai une petite télécommande? D'accord, j'ai une télécommande humaine. Donc, voilà, ça c'est moi. Je suis donc Isabelle, je viens de Bretagne et je me balade un petit peu partout en France et puis aussi un peu à l'étranger pour faire des conventions, donc pour présenter mes costumes, mais aussi pour présenter la calligraphie japonaise que je pratique depuis encore plus longtemps que le cosplay. J'ai commencé en 2001 la calligraphie japonaise et j'ai commencé le cosplay en 2005. Mais l'histoire du cosplay remonte à bien plus longtemps que ça. Et alors, je vais demander la prochaine. Voilà. Donc, parmi ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu le cosplay, souvent on me dit, ou on entend dire de manière générale, que le cosplay c'est un loisir qui est japonais. C'est entièrement vrai. Parce que le mot cosplay a été créé au Japon. Mais la pratique du cosplay, c'est-à-dire fabriquer un costume sur le modèle d'un personnage préexistant dans la pop culture ou dans des œuvres de fiction, et le porter pour incarner le personnage, ça existe depuis plus longtemps que ça, et ça n'a pas commencé au Japon, ça a commencé aux États-Unis. Et donc, voilà la première occurrence du cosplay, le premier événement pendant lequel on a vu du cosplay être porté en public, c'est donc la World Science Fiction Convention, qui est la première convention
Alors, c'est pas sur les sujets que nous, en France, à l'heure actuelle, on retrouve dans la Convention. À cette époque, c'était vraiment spécifiquement sur le genre de la science-fiction. Donc il y avait des auteurs, à l'époque, il y avait les premiers films de science-fiction, donc on retrouvait un petit peu tout ça dans cette convention. Et donc le premier cosplay en tant que tel, c'est un couple qui s'était déplacé en portant en fait les costumes qu'ils avaient refaits à partir d'un film de science-fiction. Et ils avaient comme ça été présents pendant toute la convention et ils s'étaient promenés, ils avaient interagi avec les visiteurs et surtout à un moment ils s'étaient mis à l'entrée de la convention et ils accueillaient les visiteurs en étant costumés par rapport à des personnages qui étaient connus parce que le film venait de sortir. Donc, on avait vraiment la partie costume du cosplay parce qu'on dit souvent le cosplay c'est donc costume play, donc c'est la partie costume et la partie mise en scène et incarnation du personnage. Donc on avait la partie costume, car ces deux personnes avaient fabriqué leur costume en partant d'un modèle de référence. Et il y avait aussi la partie play, parce que donc ces visiteurs avaient vraiment joué le jeu avec les autres visiteurs qui participaient à cette convention. Et ils avaient cette particularité, ils avaient trouvé cette idée-là de parler aux autres visiteurs en espéranto. Donc, je ne sais pas si certains connaissent l'espéranto. Peut-être que dans une convention de science-fiction, quelqu'un a entendu parler d'espéranto. Non, pas du tout? Si? Oui, une personne. D'accord. Bon, alors, on parlait de rétrofuturisme tout à l'heure. En fait, l'espéranto, donc, il me semble que ça date de la fin du 19e siècle. Non, bon, pas la date exacte, mais c'est une sorte d'agrégation de différentes langues. Donc, principalement des langues latines, donc ça concerne surtout l'Europe et la partie occidentale du monde. Et donc, c'était les termes les plus faciles et les plus faciles à retenir et les plus faciles d'accès de chacune des langues qui formaient une sorte de synthèse de toutes ces langues et c'était considéré comme étant la langue du futur. Et donc il y a eu des mouvements de promotion de l'espéranto et on a imaginé à une époque que à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle de manière certaine, tout le monde parlerait la même langue, donc l'espéranto, et c'était vraiment un rêve de mondialisation mais dans un sens totalement positif. Donc c'était vraiment pour rassembler les différents peuples du monde. Bon, on peut voir aujourd'hui que ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais donc à l'époque, c'était encore en 1939, c'était encore pratiqué dans pas mal de cercles. Encore aujourd'hui, vous en avez, si vous cherchez sur internet, vous allez trouver des communautés espéranto. Mais bon, ça n'est pas du tout connu du grand public et ça n'est sûrement pas adopté par les différents États. Donc c'était un beau rêve de science-fiction de l'époque. Donc, si tu peux passer la suivante, on a encore une photo. Donc c'est malheureusement uniquement Forrest. Donc, le couple dont je vous parlais, c'était donc Myrtle et Forrest, deux jeunes gens à l'époque. Et on a surtout cette photo-là de Forrest qui est connue et qui donc représente un peu la première trace, première trace écrite, première trace en photographie de cosplay que l'on connaît. Tu peux passer. Alors, donc là on était à la fin des années 30, vraiment au tout début, et on va faire un bond en avant et arriver dans les années 70. Parce que, au fur et à mesure, le travail de cosplayer a changé un petit peu. C'est-à-dire qu'au début, étant donné qu'on avait surtout des cosplayers qui voulaient soit faire des personnages types, donc la vision de l'homme futuriste, vraiment des travail d'imagination, donc on partait beaucoup sur du livre, du feuilleton papier. Donc il fallait vraiment faire travailler son imagination, essayer de dessiner le costume soi-même, ou alors répondre à une petite description qu'on avait écrite. Mais petit à petit, il y a eu de plus en plus de films de science-fiction, et on a eu des modèles vraiment précis que l'on pouvait produire directement. Suite. Et donc, on a, dans la fin des années 60 et les années 70, un boom de la science-fiction, c'est-à-dire que d'un public vraiment de niche, un public vraiment spécialisé
et qui étaient déjà sensibilisés à la chose, on passe sur une extension au grand public. Les œuvres sont de plus en plus diffusées et c'est l'époque du genre du space opéra. Vous voyez ce qu'est le space opéra? Oui? Qui ne sait pas ce que c'est? Bon, alors je fais une petite description, donc ça va être des histoires qui se déroulent surtout dans un contexte assez de conquête de l'espace, donc avec souvent des armées en jeu, souvent un contexte un petit peu militaire, et on a donc une multitude de personnages qui ont donc des enjeux qui vont l'un contre l'autre et qui s'affrontent dans un contexte spatial, souvent dans des colonies extraterrestres ou dans des vaisseaux. Et vous avez ces deux œuvres principales que sont Star Wars et Star Trek, qui ne sont pas forcément les œuvres fondatrices, mais qui sont les œuvres que le grand public a retenues. Vous connaissez tous, j'imagine. Ça va, ça me rassure. Donc, à cette époque-là, en fait, la science-fiction et le cinéma fantastique et le cinéma d'aventure dans l'espace s'est largement répandu. Et il y a eu de plus en plus d'événements dédiés au mouvement, étant donné qu'il y avait de plus en plus de spectateurs. Et pendant ces événements, il y a donc eu de plus en plus de cosplayers. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un grand boom du cosplay. Et du coup, ces œuvres ayant été répandues un petit peu partout, ayant été diffusées vraiment partout dans le monde, les Japonais ont récupéré ce concept de science-fiction et ont commencé à produire leurs propres œuvres. Donc là, j'ai mis Gundam. Est-ce que vous connaissez tous Gundam? Oui? Alors c'est un petit peu la référence du space opéra au Japon, notamment par sa longévité, parce que vous voyez, ça remonte un petit peu, mais encore à l'heure actuelle, des nouvelles extensions de l'univers apparaissent, des nouvelles séries sont réalisées et sont diffusées, ce qui fait que c'est un univers qui est encore largement vivant et qui, dans lequel il y a encore de la production, et à mon avis ça va continuer encore longtemps. Et c'est dans ce contexte-là, d'arrivée de ces œuvres de science-fiction au Japon, que le cosplay est apparu également là-bas. Parce que, donc, à cette époque-là, la science-fiction était considérée comme un loisir vraiment typiquement américain, et les Japonais en raffolaient. Du moins une partie des Japonais, pas ceux qui étaient très conservateurs. Mais du coup, justement, on avait une frange qui adorait ça et qui consommait vraiment ces œuvres-là. Et on avait par contre, notamment au niveau de la presse écrite, des gens qui n'aimaient pas ça du tout parce que c'était américain et voilà, les Américains ça ne semblait pas encore trop bien parce que la Seconde Guerre mondiale était encore assez proche. Donc il y avait ce côté-là, il y avait aussi le côté traditionnaliste japonais qui freinait vraiment autant que possible tout ce qui était étranger, tout ce qui était culture étrangère au Japon. Donc, il y avait principalement des jeunes qui aimaient ces œuvres et qui ont commencé du coup, excusez-moi, qui ont commencé à reproduire les costumes et à faire ce que faisaient les Américains, c'est-à-dire ce que nous on connaît sous le terme de cosplay. Donc, les premiers cosplayers japonais sont apparus à cette période-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, le terme cosplay, c'est à ce moment-là qu'il a été créé. Et donc, ce qu'on appelle cosplay, ça désigne toutes ces pratiques qui avaient déjà cours aux États-Unis. Ah, merci, je crois qu'on est déjà une. Merci quand même. Oui, désolé, je suis pas sûre que votre temps me fasse du bien. Donc, le cosplay, pour résumer, c'est né aux États-Unis. Ça a été intégré ensuite à la culture japonaise. Et nous, Français, d'où est-ce qu'on a connu ça? On a connu ça tout simplement en même temps que tous les dessins animés japonais qui sont arrivés à la télévision française. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient déjà nés. Donc, on a eu une première vague à la fin des années 70, ensuite une grosse pendant les années 80,
Et ça a continué pendant les années 90 et encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins présent. Aujourd'hui, ça passe beaucoup plus par Internet ou par des chaînes spécialisées ou des réseaux vraiment spécifiques pour l'animation japonaise. En France, la raison pour laquelle l'animation japonaise a eu autant de prévalence, notamment dans les années 80, c'est tout simplement l'évolution technique. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de chaînes de télévision et un petit peu politique aussi, parce que du coup, il y a aussi eu l'émergence des chaînes privées. Et qui dit nouvelle chaîne, dit en général pas forcément beaucoup de moyens de production, donc au lieu de produire directement du contenu, ces nouvelles chaînes importaient des contenus qui étaient relativement pas trop chers à l'époque, et c'est comme ça que certaines chaînes ont acheté en grosse quantité des animés japonais. Et on a eu à une époque une grille de programme où il y avait facilement 6 heures d'animation japonaise, donc à destination des enfants, qui était labellisée à destination des enfants en France. Et c'est pour ça qu'on a eu autant d'animation japonaise dans les années 80 en France. Donc ça a eu forcément un gros impact sur tous ceux qui étaient enfants à cette époque-là. Je pense que certains d'entre vous ont encore des souvenirs de votre enfance, de ce que vous regardiez à la télévision en ce qui concerne les dessins animés japonais. Et nous en France, le cosplay, on l'a connu par ce biais-là, c'est-à-dire l'animation télévisée originaire du Japon. Les enfants qui regardaient ça à la télévision quand ils étaient petits, lorsqu'ils ont grandi un petit peu, ils ont créé les premières conventions françaises. Donc à partir de 18 ans, ils partaient dans des écoles supérieures, et les premières conventions, c'était beaucoup des rassemblements et des kermesses d'écoles supérieures. Et encore aujourd'hui, vous en avez pas mal qui existent en France. Vous en avez même qui existent de l'époque. Et donc les premiers organisateurs des conventions ont importé le concept de cosplay du Japon. Et donc on a eu une sorte de petit tour entre les États-Unis, le Japon, puis la France. Ça a transité par la France et l'Italie avant de toucher le reste de l'Europe. Donc nous, en Europe, on est un petit peu des précurseurs pour ce qui est du cosplay. Et après, ça s'est étendu à plein de nouveaux pays, parce que tout simplement, les œuvres ont été traduites et ont été distribuées dans ces autres pays. Je ne sais pas quelle heure il est. Alors, il est presque la nuit. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, ou est-ce que je continue un petit peu mon histoire? Tout d'abord, est-ce qu'on peut l'applaudir pour toutes les explications que vient de nous donner Isabelle? Merci. Alors, d'habitude, je suis un peu plus volubile, mais là, j'ai vraiment des difficultés avec ma gorge, donc j'essaie de faire le plus concis possible, et j'espère être compréhensible. Alors, est-ce que vous avez tout compris ce qu'elle vous a dit? Donc un volet. Comment? Donc les jeux vidéo. À quoi? Au cosplay. Dream ici qui vient d'un jeu vidéo. Ça, c'est les origines. Maintenant ne se doit plus que... Alors attendez, je vais venir vers vous avec le micro. D'accord? Je voulais souligner le fait que maintenant le cosplay n'est plus uniquement basé sur le manga ou l'art américain, mais qu'il s'inspire beaucoup maintenant des jeux vidéo. Nous avons d'ailleurs ici un personnage qui s'appelle Jinx, qui est sorti de League of Legends. Tout à fait. Alors, dans les années 90, les conventions françaises étaient surtout basées sur l'animation japonaise. Donc les mangas, mais surtout les animés. Donc les premiers cosplayers en France ont reproduit des personnages de fiction japonaise qui venaient surtout de mangas, mais encore plus d'animés. Donc principalement les dessins animés qu'il y avait dans leur enfance. Avec le succès en fait de ces premiers cosplayers dans les conventions, il y a eu de plus en plus de gens qui se sont mis à le faire. Et rapidement, les organisateurs des conventions ont mis en place des concours pour départager un petit peu le meilleur cosplayer. Et c'est comme ça que ça s'est vraiment étendu en France et que ça s'est petit à petit démocratisé. C'est-à-dire que nous, on a une pratique du cosplay en France qui est très basée sur le concours. Là où d'autres pays, c'est beaucoup plus se promener dans les conventions habillés en personnages, ou alors certains autres pays mettent plus en valeur la photo
Et donc les cosplayers sortent des petits recueils de photos. Voilà, ça dépend un petit peu de la culture de chaque pays. Nous, c'est vrai qu'on a, dès le début, développé cette idée de concours. Et alors, ce qui a vraiment fait un gros boom du cosplay dans les conventions, c'est le fait de pouvoir monter sur scène et présenter une prestation. Alors, la prestation, à la base, qu'est-ce que c'était? C'était des groupes de cosplayers qui se formaient et qui montaient sur scène pour refaire soit des scènes des œuvres originales, soit faire une parodie. Et évidemment, quand une fois passé 18 ans, devenu jeune adulte, on fait une parodie du dessin animé qu'on regardait quand on était petit, surtout qu'à l'époque il y avait très très peu d'œuvres disponibles en France, donc forcément le public connaissait forcément les personnages qui étaient sur scène. Donc il y avait vraiment une grosse interaction et une grosse communication avec le public. Et présenter tous ces personnages et ces œuvres que tout le monde connaissait sous forme de parodie, ça plaisait énormément. Et d'ailleurs le cosplay humoristique, la prestation humoristique a beaucoup de succès en France. Et c'est un petit peu comme ça que ça a le plus accroché le public. Alors, ces concours ont permis au cosplay de se développer parce que les gens qui voyaient le concours sur scène avaient envie eux-mêmes de participer et donc commençaient à se mettre au cosplay pour présenter lors de la prochaine convention. Et qui dit de plus en plus de cosplayers, de plus en plus de concours, dit forcément de plus en plus de cosplays différents présentés. Et c'est là que justement le cosplay est parti de son, en France, de son idée de personnage de dessin animé pour inclure tout un tas d'autres œuvres, à la base surtout japonaises. C'était surtout des jeux vidéo japonais qu'on présentait. Donc là, je parle dans les années 2000, on voyait surtout des personnages de jeux vidéo japonais. Puis petit à petit, à partir de 2005, il y a eu de nouveaux dessins animés qui sont passés à la télévision française. Il y a eu l'arrivée de Naruto, qui a vraiment démocratisé totalement à la fois l'animé, le manga et du coup les conventions et le cosplay. Il y a eu toute une nouvelle génération de cosplayers qui est arrivée à cette époque-là. Et avec la démocratisation d'Internet, donc là plus dans les années 2010, il y a eu une sorte de mélange des genres. Et dans les conventions françaises, il y a eu de plus en plus des personnages qui venaient de l'univers américain. Il y en avait toujours un petit peu avant, mais à partir de cette période-là, tout s'est mélangé. C'est-à-dire qu'on avait autant la culture d'Internet qui arrivait sur scène, que ce soit dans la prestation ou dans les personnages. Il y avait des œuvres donc, japonaises, des œuvres américaines, des œuvres coréennes, des œuvres anglaises, pour ceux qui connaissent un petit peu la science-fiction anglaise, mais aussi des œuvres françaises. Ça peut être des films en costume, ça peut être des bandes dessinées, des franco-belges. Donc on trouve maintenant tous ces personnages-là, on trouve aussi des cosplays d'artistes musicaux, donc certains artistes musicaux qui font des clips avec des tenues très élaborées. On peut en retrouver également dans les concours de cosplay. Donc à l'heure actuelle, donc là je parle pour 2017, on retrouve tout type de personnages de fiction ou alors d'artistes qui se mettent en scène. On retrouve tout ça dans le panel des cosplayers, c'est-à-dire qu'on peut, à partir du moment où on a ce qu'on appelle une image de référence, c'est-à-dire une photo ou un dessin ou une capture d'écran du costume que l'on veut reproduire, on peut le présenter dans un concours de cosplay. Alors, dans la limite de la décence, bien sûr, mais on peut vraiment fouiller un petit peu partout et on peut prendre son modèle dans n'importe quelle culture, n'importe quel support préexistant. Est-ce que ça répond à ta question du coup Louis? C'est un complément. Ah d'accord, donc oui, est-ce que un complément, voilà. Mais du coup on a quelques décennies en plus avec ce complément. Voilà. Donc profitez-en, on a encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions, je passe vous voir et vous pouvez poser votre question.